Je voudrais dire que le livre qu'on va voir tout à l'heure ne parle pas que de scandale ou de pétrole. Nous parlons par exemple des premières vagues de Barça et de Barsac, dans les pages 64 et 65, où je comparais ce que j'ai vu au Comores à ce que j'ai vu au Sénégal en 2006, étant représentant de la SECNA à Dakar, et voyant les vagues de Sénégalais rapatriés par les opérations Frontex, avec quelquefois des dépouilles, sur les cercueils desquels on placardé les photos des cartes d'identité ou des photos du mort. Et je me souviens, je le raconte dans le livre, du passage de Ousmane Ngom, qui est venu interroger Lord Goguenard, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, qui était venu interroger Lord Goguenard, des gens qui avaient été rapatriés. Et moi-même, j'étais très surpris de constater que l'un d'entre eux disait, quand il leur dit « Est-ce que vous repartirez à la mer après tout ce que vous avez vécu ?» L'un d'entre eux lui a dit « C'est ma 3e fois et je repartirai parce que ce pays ne nous offre aucune perspective. » Et pourquoi il en est ainsi? Pourquoi les accords de pêche, les conditions dans lesquelles on octroie à un seul individu 300 hectares contre des populations à Ndengler qui ont leurs droits, ou ce qui se passe à Amadou Oumaré n'intéresse pas le Parlement qui doit se soucier de ces questions, n'intéresse pas la justice qui doit se soucier de ces questions. Quand il n'y a pas de justice dans un pays, quand il n'y a pas un Parlement dans un pays pour investiguer de ce qui se dit, de ce qu'on découvrira tout à l'heure dans la présentation du livre, alors il ne reste plus qu'aux citoyens de reprendre leurs paroles et de dire ce qu'ils savent en toute responsabilité. C'est pourquoi ce livre. Je voulais donc faire cette connexion entre la situation que nous vivons, des naufrages, la situation de ceux qui, pendant 30 ans, quand je parle de 92, quand je parle de Sénégal 92, c'était sous le régime perse. Et vous voyez dans le gouvernement actuel des reliques de ce régime. Quand je parle de Ousmane Ngom, c'était sous le régime de Wade que déjà les premières vagues de Barça et de Barça. Et il se trouve qu'aujourd'hui, comme par hasard, tous ces 3 régimes se sont retrouvés dans le gouvernement dernier d'arrangement. Et c'est pourquoi aussi, peu de personnes veulent qu'on parle de ce qui se passe dans ce livre qui ne concerne pas que Macky Sall. Pourquoi le livre? Après mon départ de gouvernement, je me rends que je suis en face d'une conspiration du silence, ce qu'on appelle une omerta, qui est la loi de la mafia, qui n'est pas la loi de la République, organisée autour d'un scandale des contrats pétroliers. Ainsi, c'est à travers la presse que moi, ministre en charge de l'énergie et des hydrocarbures, je découvre l'existence, après mon départ du gouvernement, 2 semaines après mon départ du gouvernement, je découvre l'existence d'un rapport de l'Inspection générale d'État qui parle de 2012. Moi, je suis parti du gouvernement en 2017. Je vais essayer d'être très pédagogique, je vais aller lentement et donner les dates. En mai 2017, 22 mai, je découvre à travers le quotidien l'existence d'un rapport de l'Inspection générale d'État qui date d'octobre 2012 et qui dit beaucoup de choses qui m'auraient intéressé. Mais comment cacher? Et ce rapport de l'Inspection générale d'État contient des dépositions écrites, signées par des gens comme le directeur général de Petrosen, comme la directrice des hydrocarbures, qui étaient mes conseillers proches et qui ne m'ont jamais dit, malgré toutes les questions que je leur ai posées sur cette question. Donc, c'est là une conspiration de silence. À la suite de ça, j'ai réclamé, comme d'autres leaders d'opinion, qu'une commission d'enquête parlementaire soit instituée ou que des pétitions soient signées, que la justice se saisisse. Mais l'Assemblée nationale est restée inerte.
la justice est restée muette sur cette question jusqu'en 2018, quand il y aura le scandale, ou 2019, quand il y aura la BBC. Donc la justice est restée totalement inerte. Donc, pour moi, qui était parti du gouvernement, comme on le verra tout à l'heure, sur la base de mon désaccord avec le contrat de Timis d'abord, puis de Total ensuite, je voyais que j'ai été victime d'une immense conspiration et que je devais prendre la parole. D'autant que le simulacre en 2019 d'une justice qui dit que d'un appel à témoins, alors qu'ils peuvent avoir accès aux documents que je vais vous montrer tout à l'heure. Je dis que ça me donne à dire qu'il nous faut prendre nous tous notre responsabilité parce que l'intérêt national prime sur toute autre considération et parce que nos convictions qui nous avaient poussés en politique, c'était précisément de mettre les valeurs devant nous. Alors, j'avertis tout de suite pour ceux qui voudront nous entraîner dans ce débat, je ne parle pas de vous, mais il est déjà passé. On a beaucoup jasé sur des secrets d'État que j'aurais trahis. Ceux qui ont lu le livre sont incapables de pointer une seule page où il y aurait des secrets d'État trahis. C'est plutôt la révélation de conspiration contre l'État. Or, quiconque conspire contre votre État, votre responsabilité est de le dénoncer ou de les dénoncer. La responsabilité de tout citoyen qui est en face d'une conspiration contre les intérêts supérieurs de sa nation, c'est de les dénoncer. Et les secrets d'État, d'ailleurs, ne valent que pour préserver les intérêts supérieurs de la nation et non pour servir à des conspirateurs contre les intérêts de l'État d'être couverts dans leur propre turpitude. C'est ensuite des crimes économiques dont les conséquences, nous le voyons, est là, dans les naufrages de nos enfants, dont les conséquences sont dévastatrices pour notre pays. Et ce que je dis, je ne le dis pas en l'air comme ça, mais c'est tellement vrai que c'est soutenu par la Constitution qui réclame la transparence dans la gestion des ressources naturelles. La transparence, c'est de dire ce qu'on sait. Et la loi numéro 2012-22 qui a été votée par l'Assemblée nationale élue après l'alternance de 2012 et qui a été promulguée par Macky Sall, son article 7.3 dit que quiconque est au courant de prévarication et de détournement de deniers de l'État, tout fonctionnaire ou tout agent public plutôt, qui est au courant de détournement et qui se tait, est complice de cette situation et est pénalement responsable. Ce livre n'est pas un livre qui s'occupe de scandale ou qui parle de scandale. Ce livre essaie d'expliquer pourquoi après 60 ans d'indépendance, nous sommes dans la situation actuelle de pauvreté, de faillite de l'État, de faillite de nos institutions, d'une Assemblée nationale qui a disparu, par exemple, depuis que la pandémie est là, et qui voit nos ressources les plus importantes être spoliées sans ciller, d'une justice qui n'existe pas, qui est, comme on le constate, aux ordres. Ce livre essaie d'expliquer pourquoi il en est ainsi et d'où remonte le mal. Et c'est pourquoi, on le verra tout à l'heure dans le sommaire du livre, on parle de bien d'autres choses que de pétrole et de gaz. Donc il y a au lieu qu'après l'indépendance, il y ait une construction d'un État de développement, d'un État rationnel, on constate au contraire, comme on le voit à travers l'actualité récente, comment la corruption est devenue une arme politique où on achète ses adversaires politiques pour les installer au cœur du système et pour leur donner accès
à coups de milliards, à travers les ressources du pays pour acheter leur silence et leur complicité. C'est de ça que parle le livre. Comment une coalition entre des intérêts sénégalais, et quand je dis intérêts sénégalais, ces intérêts se trouvent partout, y compris dans la presse, les relais d'opinion, qui essaient de défendre l'indéfendable, qui essaient de nous salir parce qu'on ose dire la vérité. Dans les partis politiques, dans l'opinion, comment la coalition des intérêts sénégalais et capitalistes qui bénéficient assez souvent de l'appui de leurs États et la généralisation de la culture de la corruption et ses effets sur notre économie, nos réserves foncières, on le voit beaucoup dans ces derniers temps, mais on en a beaucoup parlé dans le livre, et nos ressources naturelles, y compris nos ressources halieutiques, nos ressources forestières. Et pour vous conforter que le livre ne parle pas que de pétrole et gaz, vous voyez que j'essaie d'expliquer un peu au départ le sens de mon engagement politique qui n'est pas dû au hasard. Comment, d'un représentant de la SECNA au Sénégal, je suis passé à un membre fondateur de l'APR, puis comment l'APR est passé de l'opposition au pouvoir, et quelles sont les promesses qu'on avait faites à l'attention de l'opinion. Et voilà à peu près, les 3 premiers chapitres disent à peu près les raisons pour lesquelles j'ai quitté la SECNA. On m'a plus ou moins défenestré, comme dirait l'autre, parce que pour m'être opposé au tout-puissant ministre de l'époque, Farba Senghor, dans des conditions épiques que je rappelle, parce que le régime Wade avait installé un régime de pillage des ressources foncières et des réserves foncières de l'aéroport et en faisait naturellement ce qu'elle voulait, avec la complicité de certains hauts fonctionnaires dont le nom revient régulièrement au devant de la scène. Après l'alternance de 2012, comme directeur général de la RTP, j'ai découvert des affaires aussi dangereuses, aussi graves. Auparavant, il y a un chapitre important, je pense, qui s'appelle « Ceux qui dirent non à l'indépendance », qui explique un peu pourquoi le Sénégal est le Sénégal d'aujourd'hui. Dans quelles conditions on a acquis l'indépendance, ou dans quelles conditions nos élites de l'époque même ont refusé l'indépendance. Souvenez-vous que la Guinée de Sékou Touré est le seul État de l'ex-Afrique occidentale dite française, alors qu'elle était africaine, mais sous colonisation française, on l'appelait française. La Guinée est le seul pays. Nous autres, Sénégalais, sous la houlette de nos élites, nous avons voté à 96% oui au référendum de De Gaulle, c'est-à-dire oui à la perpétuation de la colonisation. Et dans quelles conditions la colonisation a été arrangée avec des protocoles non publiés, non écrits, qui renvoient au titre du livre, le protocole de l'Élysée. Donc tous ces accords qui donnent accès à la France, un accès quasiment illimité à nos ressources, à nos bases militaires, à tout. Et comment, donc, ce qui explique en partie la suite de notre affaire. Donc l'affaire Global Voice, MTL, un pillage de haut vol, on y reviendra peut-être en un exemple. L'affaire des immeubles de la RTP qui explique en partie comment les réserves foncières octroyées à des individus à 4200 francs le mètre carré sont rachetées par l'État qui les a octroyés à 4200 francs le mètre carré à 300 000 avec un taux de rentabilité de 7000% en quelques heures et qui permettent d'enrichir de manière éhontée des individus de façon à leur donner des ressources de faire de la politique. L'affaire est, en l'occurrence, c'est un chapitre digne d'intérêt parce qu'on y trouve toutes sortes de choses, y compris des décrets non publiés par le régime de Wade, comme tous les décrets non publiés de Macky durant la Covid sur le CSE, Conseil économique, social et environnemental non honoraire. On y trouve que c'est Wade qui a été le véritable courtier dans cette affaire. Il y a un chapitre qui explique la révolution numérique manquée du Sénégal. Comment, parce qu'on a privatisé Sonatel, sous prétexte de privatisation, d'ailleurs, on l'a vendu à une entreprise publique, ce qui est une hérésie.
dire qu'on va privatiser pour vendre à une entreprise publique, France Télécom. Et comment, en moins de 3 ans, France Télécom, en 1997 et 2000, France Télécom a retrouvé ses billes. Et pendant plus de 17 ans qui restaient, à réaliser des bénéfices colossaux sans que le développement des télécommunications au Sénégal ne s'en ressentisse. Au contraire, vous allez dans n'importe quel village du Sénégal ou même dans les villes comme Dakar, vous avez de très faibles de connexion, etc. Et ça se poursuit comme ça sur de nombreuses autres questions, on y reviendra, mais dans les grandes lignes, les livres parlent d'investissement dans les infrastructures, le cadre de l'autoroute à péage, des choix suicidaires d'investissement dans le secteur de l'électricité, les centrales solaires, les centrales à barge. Et très récemment, on a entendu parler d'une centrale de 300 mégas octroyée à West Africa, que dirige un individu très connu des Sénégalais pour ses frasques. Le développement du secteur numérique au Sénégal et le jeu double d'Orange, etc. Là, j'explique un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, comment je suis passé d'un agent de la SECNA à membre fondateur de l'APR, de l'Alliance pour la République, parti qui avait été fondé sur des notions de Andnaoulé, de gestion sobre et vertueuse, de restauration des valeurs d'honneur et de dignité. On peut mesurer ce qu'il en est aujourd'hui dans ce pays. Alors, très rapidement, mai 2012, Macky Sall est arrivé au pouvoir il y a moins d'1 mois. Moi, je suis directeur général de l'ARTP. Je découvre au moins trois affaires très scandaleuses qui mêlent des hommes qu'on retrouve encore aujourd'hui en pleine lumière en train de faire ce qu'ils veulent dans cette république-là. Alors que si une justice efficace existait, beaucoup de ces gens auraient été retirés de la circulation. Vous vous souviendrez tous de l'affaire Global Voice, qui est une entreprise comme il y en a eu beaucoup sous le règne de Wade, des entreprises parfaitement inconnues, sans référence connue, qui débarquent pour nous vendre la lune ou pour nous vendre la roue. En décembre 2011, Abdoulaye Wade modifie le code des marchés publics pour soustraire des contraintes d'un appel d'offres, le contrat d'assistance concocté par l'ARTP au profit d'une société créée pour la circonstance, Magal Trading Limited, en remplacement de Global Voice. Ici, une petite explication s'impose, puisque vous savez que Global Voice nous vendait quoi? Nous vendait la taxation sur les appels entrants, c'est-à-dire ce que fait déjà le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Économie surtout, des impôts et des taxes. C'est-à-dire ce qu'on sait faire parfaitement, ce que la douane fait, c'est ce qu'on essaie de nous vendre à travers une société qui n'a aucune compétence spécifique, mais qui plus est, pour pouvoir s'installer, on a dû modifier la loi. Et par rapport au régime clientéliste précédent, le Diouf, ce qu'apporte Wade ici en l'occurrence, c'est l'utilisation de la puissance de l'État, de la loi, pour pouvoir faire des opérations financières à son profit, au profit de son clan, avec un détournement non plus à l'occasion d'un marché de route ou de construction, mais véritablement des affaires montées de toutes pièces à coups de milliards qui n'ont aucune finalité sociale ni économique, mais simplement l'enrichissement de quelques individus. Global Voice, MTL, c'était ça. On taxe les appels entrants, on prend à peu près 59%, on donne aux opérateurs, à l'État, on donne aux opérateurs le reste, et l'État se partage à 50% avec Global Voice ou MTL. Or, il se trouve que, je vais aller vite, il se trouve que Global Voice, qui était venu en premier lieu, a été débouté par l'ARMP, a été débouté par
contesté par la Sonatel, par l'ensemble des Sénégalais, mais avait acquis dans des conditions qui n'avaient pas été autorisées par la loi, avait acquis des infrastructures et les avait installées dans un immeuble de l'ARTP, si au centre-ville, avenue Saint-Michel, angle docteur Amadou Hassan Doye, docteur Thèse. Donc, Global Voice acquiert ça, contesté, le contrat est rompu. Il y a une société créée par le régime, de toutes pièces, avec de parfaits inconnus, avec qui on signe un contrat sur 6 pages, qui va s'installer à la place de Global Voice, qui prétend avoir livré les infrastructures qui ont été déjà installées par Global Voice, qui prend plutôt service dans l'immeuble et occupe les installations, en met les installations plutôt, au bout d'une semaine, après la signature du contrat le 15 décembre 2011, et qui commence tout de suite à encaisser des milliards. 3 milliards entre janvier et février 2012, à la veille des élections, sans qu'ils aient absolument acheté aucun équipement. Et j'explique dans le livre que non seulement ils n'ont pas fourni le système de contrôle, qu'ils occupaient les locaux de l'ARTP sans bourse dédiée, mais qu'ils utilisaient le personnel de l'ARTP pour pouvoir prendre en main le système. Parce qu'ils étaient dans l'incapacité d'utiliser, de comprendre comment fonctionnait le système. Et que MTL a signé des contrats par-dessous avec certains agents de l'ARTP, ce qui est totalement illégal, pour pouvoir se faire aider par ces agents pour pouvoir comprendre comment fonctionne le système qu'il prétend avoir mis en place. Une fraude, un détournement, un crime économique ne peut pas être plus grave. Et toutes les preuves existent et sont rapportées dans le livre. Le 16 mai 2017, je fais rompre le contrat, j'ai pris service moins de 2 mois avant, et le 29 mai, je fais déposer une plainte contre X. Face à la gravité des faits et au dossier qui était particulièrement lourd, les personnes mises en présumées responsables de cette situation sont gardées à vue, personnes qui sont nommées là. Il y a une médiation pénale du DG de MTL sans la présence des avocats de l'ARTP. Souvenez-vous qu'on vient de changer un régime il y a moins de 2 mois. Souvenez-vous que ce régime parlait de gestion sobre et vertueuse et de changement de tout ce qui se faisait de mal dans le pays. Et voilà comment ça démarre. Médiation donc pénale du DG de MTL. Il est libéré contre une caution. La caution, c'est un chèque de 1,2 milliard déposé à la Caisse de dépôt et de consignation par le DG de MTL, qui est revenu sans provision. Mais nous, on ne le dit pas. On apprend par la presse et par certaines rumeurs que le chèque est sans provision. Je fais écrire à mon avocat, au procureur, pour savoir ce qu'il en est, parce que c'est mon argent en tant que DG de l'ARTP, c'est la plainte de l'ARTP. Le procureur me dit qu'il faut saisir le DG de l'ARTP. J'ai saisi le DG de l'ARTP, le DG de la Caisse de dépôt, autant pour moi. Le procureur me dit qu'il faut saisir le DG de la Caisse de dépôt et de consignation. Je saisis la Caisse de dépôt et de consignation qui me dit qu'il faut saisir le procureur. On me fait un ping-pong. Juste pour me dire si le chèque est ou non provisionné. Je passe à la section de recherche pour témoigner, et moins de 6 heures après avoir quitté les locaux de la gendarmerie, j'étais dans un avion, j'ai pour voisin celui que j'avais laissé quelques heures avant dans les mêmes locaux de la gendarmerie, transpirant à grosses gouttes. Voilà comment. Et on devait d'autant plus être inquiet à l'époque que ce cas n'impliquait pas un proche, n'implique pas le président de la République ou un proche du président de la République. Parce que comme on le verra dans l'affaire des contrats pétroliers, c'est bien le président et ses proches qui sont cette fois impliqués.
comment la justice qui ne bouge pas dans des cas comme ça va-t-elle bouger quand il s'agit des plus hautes autorités de l'État? Alors, le prolongement de l'autoroute à péage, un autre exemple que je donne rapidement comme ça pour dire qu'il ne s'agit pas que de contrats pétroliers dans le livre, qu'il s'agit d'expliquer comment un vaste système de pillage a pris le contrôle de notre pays. Vous vous souviendrez qu'avant la présidentielle, je pense que le 31 décembre 2011, sur le plateau d'une chaîne privée sénégalaise, le président de la République avait dit « Oui, l'autoroute à péage qui avait à l'époque qui s'arrêtait à Pikine, à Diamniadio, mais qui concernait Pikine à Diamniadio, oui, que l'autoroute à péage est un scandale, que le coût du mètre carré, le coût du kilomètre, 7, et quelques milliards, n'a aucune explication valable et constitue une corruption, un détournement de l'argent public. Et il donnait un exemple, l'autoroute Bamako-Ségou, long de 300 km qui coûtait 175 milliards, alors que l'autoroute à péage de 33 km coûtait presque 300 milliards selon ses propres dires. Alors, dès qu'on arrive au pouvoir, le Premier ministre et le ministre de l'époque, Morgan, des infrastructures, veulent lancer un appel d'offres. Le président s'y oppose sous des prétextes que j'explique dans le livre et dit qu'il faut que l'APIX négocie avec Eiffage dans les mêmes conditions quasiment. Et comment voulez-vous que APIX et Eiffage négocient un contrat qui montrerait que le premier contrat constitue une anomalie, une hérésie? Ils vont refaire la même chose, les mêmes causes, les mêmes effets. Et c'est en tout temps que j'arrive, ministre des Infrastructures, on me demande de piloter et de conduire un dossier qui révoltait notre conscience, Macky Sall et moi, quand on était dans l'opposition et sur lequel on a longuement disserté. Première chose, on m'envoie un décret signé déjà par le ministre de l'Économie et des Finances qui dit qu'il faut accepter le marché complémentaire de Eiffage. Je refuse de signer ce décret-là, de contresigner le rapport de présentation et j'envoie une lettre, je m'en explique. Puis après, le contrat proprement dit arrive. On me l'envoie, je le renvoie avec des lettres d'explication que je trouve que les coûts sont non seulement importants, mais ça c'est subsidiaire, mais surtout que les conditions dans lesquelles se sont déroulées les négociations ne m'agréaient pas. Alors cette petite parenthèse pour dire à tous ceux qui se répandent dans la presse, dans les réseaux sociaux, pour dire que Thierno Sall léegi lay wax, mais ba mu nekkee ci biir waxul. C'était en 2013. Je me fais convoquer par le Premier ministre de l'époque, Abdoul Mbaye, qui me dit, le président dit que si tu ne signes pas, on va te virer. 2013, je l'ai dit dans le livre. Et Abdoul Mbaye me dit, le président dit que si vous ne signez pas, on va vous virer. Je lui dis, prêtez-moi une feuille, je vais faire, je vais démissionner. Et en 2013, Abdoul Mbaye a quitté le gouvernement en 2013. Et Abdoul Mbaye l'a confirmé récemment au micro de Dakaractu. Dakaractu est quelque part. Vous pouvez aller chercher les archives après le livre. Et il a dit dans son livre Servir à la page 95, il fait allusion à cette rencontre qu'on a eue. Et c'est ce jour-là qu'il m'a dit, effectivement, que je vois qu'on peut faire de la politique avec des valeurs dans ce pays. Donc, et je pense qu'après la sortie du livre, c'est l'une des voix autorisées qui a fait un témoignage. On reviendra sur l'autre voix. Je vais accélérer un peu Fond Roche. Il y avait plusieurs offres. Finguen de Khamé, mesdames, messieurs les journalistes, puisque je présume que les autres ne sont pas là. Finguen de Khamé, pourquoi ce pays ne se lèvera jamais si ce sont ces gens-là qui continuent à nous diriger, qui s'appellent Macky Sall et tous ceux qui sont avec lui dans le gouvernement et
et tous ceux qui ont accepté de le rejoindre en pleine connaissance de cause de ce qui se passe en ce pays. Font-Roche, on nous dit 15 000 lampadaires la ñu soxla. 15 000. D'abord, quelle idée y a-t-il? Quelle idée y a-t-il, mesdames, messieurs les journalistes? Le public, ce n'est pas du ressort de l'État. Je ne vois pas pourquoi moi, je vais prendre des responsabilités qui ne sont pas les miennes. Et ensuite, 15 000 lampadaires sur quelle base? Et le contrat, la manière dont vous voulez le passer n'est pas légale, puisqu'on ne peut pas utiliser la loi PPP. Qu'est-ce qu'on fait dans ces conditions? Est-ce qu'on n'essaie pas de dire, bon, les mairies n'ont qu'à prendre en charge l'éclairage, etc., etc. Non. Ils disent, puisque je leur dis que la loi PPP n'intègre pas le secteur de l'énergie, ils vont aller utiliser une autre loi, ou plutôt un autre décret, qui est le Code des marchés publics, dont l'article 81 dit que si quelqu'un apporte un financement, on peut lui faire un marché par entente directe, à condition que ce soit un minimum de 50 milliards pour éviter que etc. On fait passer les besoins de 15 000 lampadaires à 50 000 lampadaires pour pouvoir dépasser le seuil de 50 milliards prescrit par l'article 81 du Code des marchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucune étude sérieuse qui dit combien de lampes on a besoin. On a juste besoin de faire un marché pour aider quelques-uns. Comment peut-on passer de 15 000 à 50 000 comme ça? Et donc on est passé de 15 000 à 150 000, ce qui fait cher un lampadaire, puisque le lampadaire revient à 1 140 000. Et que la plupart des choses qui sont dans ce lampadaire-là peuvent être fabriquées ici. Les tôles là, les câbleries sénégalaises ne peuvent pas le faire. Est-ce qu'on a besoin de 50 000 lampadaires et de même lampadaires? Ce qui prouve d'ailleurs le crime économique réalisé à cette occasion, c'est ce que vous voyez ici. Vous traversez la route, vous allez chez moi, la route qui est à côté de Hyundai, là, l'angle. Vous voyez, lampadaire public connecté au réseau, lampadaire solaire à côté à moins d'1 mètre. Ce sont les photos que j'ai prises de la terrasse de chez moi. Et sur toute la rue, c'est comme ça. Vous allez à Guédiawaye, vous voyez des lampadaires installés, à peine installés, et on commence à une combat. Et Macky Sall, qui n'avait pas le droit de faire ce marché, parce qu'il y avait 4 entreprises, moi j'ai mis à côté. Les gens sont venus parler. Ceux qui disent que Thierno Sall ne disait pas non quand il était là-dedans, c'est les mêmes qui ont écrit. Je vois un journal qui écrit « Oui, Thierno Sall m'a bloqué un lampadaire solaire quand Macron est passé et qu'on a signé le contrat à Font-Roche ». C'est les mêmes qui disent que Thierno Sall ne disait rien quand il était à l'intérieur. Ce marché, je l'avais bloqué. Et il a été octroyé à une entreprise qui faisait 2000, qui n'a jamais fait plus de 2000 lampadaires et qui est passé à 50 000 lampadaires, ce qui lui a donné droit d'être cité sur une grande chaîne télévision française pour dire que c'est le plus grand marché du siècle en matière de lampadaires et que leurs emplois vont croître. Voilà comment les emplois désertent le Sénégal pour aller dans d'autres pays. Et voilà pourquoi nos enfants aussi désertent le Sénégal pour aller dans des embarcations. Alors, venons-en au crime des crimes, qui restera pendant des siècles dans les annales de l'histoire du Sénégal. Ils auront beau payer beaucoup de gens pour étouffer ce scandale. Ils auront tout faire pour faire en sorte qu'on ne parle pas du livre Le Protocole de l'Élysée, qui s'est bien vendu au Sénégal et à l'étranger, je peux vous le dire. Qui a été salué positivement par beaucoup d'observateurs objectifs et indépendants.
des gens que je ne connaissais même pas, qui cherchent mon numéro, qui lancent des témoignages. Je les remercie au passage. Des connus, de hauts responsables ou d'anciens hauts responsables d'ici ou d'ailleurs, dans la sous-région, qui cherchent mes contacts et qui me parlent. Parce que ce livre et son titre qui dit que la France-Afrique permet à des puissances étrangères, dont particulièrement la France, d'avoir accès libre à nos ressources, dans ces conditions, heurte tous les Sénégalais et tous les Africains dignes de ce nom. L'affaire commence moins 2 mois après la prise de fonction de Macky Sall. Moins 2 mois, vous vous rendez compte. 1 mois. Macky, la gestion sobre et vertueuse. Macky, la transparence. Macky, l'OFNAC. Macky, la CREI. 1 mois après sa prise de fonction, le 2 mai 2012, il reçoit par l'intermédiaire de Ali Ngouille Ndiaye une lettre de plainte de la société Tullow Oil qui dit que depuis 3 ans, je cours derrière les permis de Saint-Louis Offshore Profond, de Caire Offshore Profond, en plus de Saint-Louis Shallow Offshore plutôt, Saint-Louis Offshore tout court, que j'avais. Ils avaient déjà Saint-Louis Offshore et ils voulaient le profond, c'est-à-dire celui qui est un peu plus éloigné des côtes, et le Caire Offshore. Et ils disent, nous allons voir la lettre tout à l'heure, ils disent que c'est à cause des malversations que voulaient les 2 prédécesseurs, les 2 ministres, que ces négociations n'ont pas pu aboutir. Depuis 3 ans, c'est-à-dire depuis 2009. Et ils ont cité nommément les 2 prédécesseurs. Donc Samuel Sarr, qui vient de gagner une centrale solaire avec Africa Energy, dont il est l'un des actionnaires, de 300 mégas, mesdames, messieurs. 300 mégas. C'est-à-dire qu'on reprend les mêmes depuis 30 ans. Depuis 30 ans, on reprend les mêmes et on recommence. Et on veut qu'on ait des résultats différents. Ce n'est pas possible. Ce que dit Tullow Oil, qui est une entreprise relativement sérieuse, qui avait découvert du pétrole, du gaz en Mauritanie, du gaz et du pétrole au Ghana, en Mozambique, etc. Donc c'est une entreprise assez sérieuse, comme Cosmos, plus sérieuse, plus peut-être compétente que Cosmos, qui, quand je dis sérieuse, c'est capacité technique et financière. Hein. Je ne présume pas des pratiques de leurs dirigeants ou autres. Donc c'est une entreprise qui a les capacités techniques et financières, pour parler plus précis. La lettre porte des accusations graves contre les 2 prédécesseurs de... J'aurais bien aimé avoir un micro-casque là. Mais allons-y. Qu'est-ce que dit la lettre en gros? Si vous avez le temps pour un micro-baladeur, non? Oui. Merci. Si vous avez le temps de voir, ils disent que ce n'est pas lisible trop. Ils disent bien que M. Samuel Sarr et M. Karim Souad, en collaboration avec la compagnie, avec mais le plus important, ils disent des choses, on n'a même pas besoin du rapport de l'inspection générale d'État pour savoir que ce que je vais dire. Ils disent le 19 janvier 2019, et ils donnent copie du mail. Ils étaient en train de négocier avec le directeur de Petrosen. Il réclamait 3,5 millions pour le bloc. Ils avaient déjà, mais sur lequel ils n'avaient pas payé les loyers. Et ensuite, ils disent en mars, la deuxième preuve que nous étions toujours en négociation avec Petrosen sur les blocs de Saint-Louis Profond et de Caire Profond, au mois de février 2012, 2 de vos collaborateurs,
Michel Dem, directeur général des hydrocarbures, et Mme Touré, du même département, ont participé à la réunion de négociation ainsi que avec la délégation de Club Oil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au mois de février 2012, les négociations sur Sahel offshore profond et Caire offshore profond étaient en train d'être réalisées. Donc, les négociations sur Sahel offshore et Caire offshore étaient en train d'être réalisées. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au mois de février, les permis qui ont été donnés à Petrotim n'avaient pas encore été donnés à Petrotim. On n'avait pas besoin du rapport de l'inspection générale d'État pour savoir que les deux permis de Petrotim étaient antidatés, puisqu'ils faisaient déjà l'objet de négociations, comme le dit cette lettre, au mois de février. Alors que ces deux permis ont été datés en janvier, le 17 janvier. Et ce que voyons, on a ici les preuves de ce que Macky Sall, je le répète et je continue, ce que Macky Sall, Ali Ngouille Ndiaye, Karim Wade, Abdoulaye Wade sont au cœur de l'affaire Timis, qu'ils en sont principalement responsables et qu'ils ont fait perdre des milliers de milliards au Sénégal. Donc, la lettre plainte de Tullow Oil du 2 mai, elle présume, elle renferme déjà les conclusions de l'IGE, à savoir qu'en mars 2012 et en février, entre les deux tours, comme on l'a lu dans la lettre, entre les deux tours de la présidentielle, les blocs Rufisque Offshore et Caire Offshore faisaient l'objet de négociations avec Tullow. Donc les contrats irrelatifs conférés à Petrotim signés le 17 janvier ont été antidatés sciemment. Qui les a antidatés sciemment? C'est au niveau du ministère de l'énergie. D'ailleurs, un crime n'étant jamais parfait, comme je l'ai dit dans le livre, Petrotim, qui signe le 17 janvier, a été créé le 19 janvier. Créé le 19 janvier, elle signe le 17 janvier. Donc, ce que aussi dit cette lettre de Tullow Oil, c'est qu'il n'y a pas pu y avoir de négociation avec Petrotim, ni évaluation de ses offres, ni demande d'avis du ministre des Finances, puisque ça a été signé au mois de mars, le contrat antidaté, entre les deux tours, rapidement. Donc, Petrosen n'a pas pu faire participer aux offres, puisque Petrosen était en train, au même moment, de négocier avec Tullow Oil. Petrosen n'a encore moins pu envoyer une demande d'avis ou le ministre de l'énergie au ministère de l'économie et des finances. Et Ali Ngouille Ndiaye, en recevant la plainte de Tullow Oil, tire de lui-même toutes ces conclusions-là. Et c'est pourquoi il se fait enquêteur. Ce n'est pas pour rien qu'il est devenu après ministre de l'Intérieur. Mais à l'époque, il était ministre de l'Énergie. Il se fait enquêteur, il envoie coup sur coup une information au président de la République pour l'informer de la gravité de la situation et surtout compte tenu du fait qu'à l'époque, la CREI était en train de cibler deux des personnes. Vous vous souvenez la liste des 27 personnes? Il y avait Karim Wade et Samuel Sarr. Donc il croit trouver un gros morceau contre ces personnes. Et tout de suite, il informe le président de la République qui saisit l'inspection générale d'État. Wow, c'est pas, j'ai pas double-cliqué, hein? Oh, je suis allé vite cette fois. Donc, voilà notre émission. Mais une chose qui est curieuse, vraiment, on aurait aimé que beaucoup de Sénégalais fassent des travaux, un travail d'investigation sur cette question,
Si vous êtes curieux, vous voyez bien qu'il y avait un ordre de mission en date du 15 mai. Il dit le présent ordre de mission remplace l'ordre de mission numéro 950 en date du 15 mai. Signé par. Vous voyez, celui qui signe là, quand j'aurai démissionné, c'est le premier qui aura fait une grande émission pour essayer de m'attaquer. Et je dis dans le livre, quels sont ses intérêts, quelles sont les compagnies qui dépendent. Si vous êtes curieux, allez dans le livre. Non. On va accélérer un peu. Hein. Donc Aly Ngouille Ndiaye fait 3 choses, ou 4. 3 choses. Il saisit le président de la République pour l'informer de la situation, et le président de la République, dès le 15 mai, déclenche l'inspection générale d'État. Bon, le premier ordre de mission est changé et est parti le 30 mai, mais en réalité, ils étaient déjà sur les braises ardentes. Et lui-même, Aly Ngouille Ndiaye, saisit le secrétaire général du gouvernement le 8 mai 2012, au fin de vérifier la matérialité, je cite, la matérialité et les références des décrets d'approbation des 2 contrats. Parce que si les contrats, la loi prescrit que les contrats, une fois signés, approuvés par le président de la République, au bas de la dernière page du contrat, doivent être approuvés par décret. Or, lui, il veut vérifier qu'effectivement, il n'y a pas de décret. Vous savez, s'il y avait un décret, ces services auraient, le ministère de l'Énergie aurait les décrets entre les mains. Comme il ne l'a pas, mais il veut s'assurer, il écrit au secrétaire général du gouvernement. Et il fait de même. Il sait très bien que s'il y avait un avis du ministre de l'Économie et des Finances, ce serait le ministère de l'Énergie qui aurait demandé l'avis. Il sait très bien que le ministre de l'Énergie n'a pas demandé d'avis. Mais il écrit quand même au ministre de l'Économie pour lui dire « Est-ce que par hasard vous auriez donné votre avis ?» Le ministre de l'Économie et des Finances répond par une lettre en date du 16 mai pour lui dire que non, notre avis n'a pas été demandé sur la question. Donc ça clôt ici. Pour lui, Aly Ngouille Ndiaye, ça clôt le débat. Ces permis sont illégaux. Il le sait. Mais qu'est-ce qui se passe? Il fait un revirement. Pourquoi il fait un revirement? Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il a eu à rencontrer un certain Aliou Sall. Entre le 8 mai et le 17 mai, date où Aliou Sall lui écrit, ils se sont rencontrés, ils ont causé. Et ce qui dit qu'ils se sont rencontrés, ils ont causé, c'est le terme même de la lettre d'Aliou Sall, qui dit « Je vous envoie le dossier requis, complémentaire, requis par vos soins. » C'est-à-dire qu'ils sont assis, ils ont dit « Ton dossier là, non, quoi. » Mais après que le contrat ait été signé. C'est des dossiers qui auraient dû être préalables et partie intégrante avant la signature du contrat. Il dit non, ton dossier là, je vais envoyer mon mortaliko. Qu'aucune évaluation n'a pas été faite. Que Timis n'a pas les capacités techniques et financières. Que Timis a été accusée indirectement par Tullow Oil d'avoir réussi là où elle n'a pas réussi parce qu'elle a cédé aux malversations. Une brochure de présentation de Timis Corporation, actionnaire leader, notez bien ça, actionnaire leader et non la maison mère. Car Timis Corp ne possède que 10%. On ne peut pas être maison mère quand on n'a que 10%. On est actionnaire leader et même ils le disent. Mais surtout, ce qui est plus grave, ils disent les fiches de demande de renseignement, les fiches de permis, de demande de permis renseignés. C'est-à-dire que c'est après qu'on a octroyé le permis de Saint-Louis Offshore et de Kayar Offshore que les fiches de demande pour ces mêmes permis sont renseignées.
Le 15, et la loi est très claire, hein. Tout ça c'est totalement illégal, c'est du faux. C'est du rafistolage pour essayer de rendre illégal ce qui est totalement illégal. 1 mois et demi après l'arrivée de Macky Sall au pouvoir. 1 mois et demi. Le 15 juin, le 5 et 11 juin, Aly Ngouille Ndiaye signe des rapports de présentation pour approuver les 2 CRPP. Et ce qui est curieux dans ces rapports, et qui montre la volonté manifeste, mais la volonté totale de flouer le Sénégal et les Sénégalais, c'est que cette fois-ci, au lieu de faire intervenir Timis Corporation, dont ils ont dit au moment de la signature du contrat que c'était l'actionnaire leader, ils vont faire venir une société Petro-Asia. Pourquoi? Pourquoi ils ont fait cette opération qui a l'air banale? En aucun moment, dans aucun dossier, il y a Petro-Asia. Puis soudain, au moment des décrets de présentation, il y a Petro-Asia. Parce qu'à l'époque, il y avait la chasse à la CRI, là, à toutes sortes de... Tout le monde était vigilant. Et je suis sûr que dans le gouvernement, parmi les gens qui étaient au conseil, qui devaient signer, ils allaient vérifier peut-être, ils avaient peur que les gens vérifient peut-être par Internet, tapent Timis Corporation et voient que Timis, décidément, il est mêlé à trop de choses en Afrique, que son nom est sulfureux. Donc, ils ont écarté Timis Corporation provisoirement pour créer une Petro-Asia le 6 mars, lui faire signer, pour mettre son nom dans Petro-Asia n'existe pas, n'a aucune compétence. Hein. Pour faire signer les 2 décrets de présentation, et après, plus tard, Petro-Asia va disparaître comme on le verra. Le plus grave, c'est que, mesdames, messieurs, les gens disent le président a oublié le rapport de l'IGE, il ne l'a pas reçu. Il ne pouvait pas le recevoir. Il ne voudra jamais le recevoir. Parce qu'il a posé tellement d'actes graves dans cette affaire qu'il vaut mieux brûler le rapport de l'IGE que de le recevoir. L'autre acte grave, c'est qu'en 2012, 5 juin, on a signé les décrets d'approbation. Mais dans le contrat qui était déjà signé, qu'il ne pouvait pas modifier, il y avait une période initiale de recherche de 2 ans. Mesdames, Messieurs les journalistes, je sais que c'est long, mais je sais que beaucoup n'ont pas lu le livre. Et je veux insister sur cette séquence qui est fondamentale pour que vous compreniez. Et pour que plus jamais les gens ne vous entraînent dans des histoires de « oui, c'est un négri, de fatangol, et voilà les faits. » Qu'ils apportent d'autres faits, qu'ils vous présentent d'autres faits, ou qu'ils vous disent que c'est des faits que j'ai inventés. Mais ces faits-là, tels qu'ils se passent, vous interpellent plus peut-être que ce qu'ils m'interpellent, pour le rôle que vous avez joué. Pour le rôle que vous pouvez jouer à éclairer la conscience des Sénégalais, parce que, encore une fois, dans l'histoire du Sénégal, maintenant et peut-être d'ici 200 ans, il n'y aura jamais une corruption aussi grave. 13 août 2013, 1 an après, 1 an, ils prennent 2 autres décrets pour chacun des blocs, Saint-Louis offshore et Kayar offshore. Pourquoi faire? Parce que dans le contrat signé, la période initiale, c'est-à-dire la période durant laquelle Timis devrait faire des sismiques 3D et faire éventuellement un puits de forage, cette période était de 2 ans. Or, Timis, comme l'ont dit tous les agents de Petrosen qui ont été dûment interrogés par l'inspection générale d'État, qui ont signé des rapports d'audition, Timis n'a aucune intention de faire des forages. Ils ont l'intention de spéculer. Il n'a ni les moyens, je dis ici Timis, mais Petrotim, hein, c'est Petrotim.
Petro-Tim n'a ni les moyens techniques, ni les capacités financières de faire ce travail. Elle a acquis ses permis pour pouvoir les revendre et spéculer. Or, 2 ans, c'est court. Puisque 2 ans, c'est court, 1 an s'est déjà écoulé, il reste 1 an, il leur faut prolonger cette période initiale. Et c'est Macky Sall à nouveau et Ali Ndiaye à nouveau qui viennent à la rescousse. Non pas du Sénégal, non pas des intérêts du Sénégal, mais de Timis et de Petro-Tim. En faisant quoi? En prolongeant la période initiale, sans raison valable. C'est-à-dire que si même ces gens avaient engagé les travaux, avaient commencé des dépenses, mais qu'il ne restait peu de temps pour terminer, on peut dire, non, puisqu'ils ont commencé, ils ont déjà investi, il y a des choses intéressantes, ils ne peuvent pas terminer en 1 an, on leur prolonge encore d'1 année. On évalue objectivement la période qui leur reste, on leur permet de terminer. Mais ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé. Macky Sall, Ali Ndiaye le prolonge sans raison valable. Pourquoi? En 2014, quand arrive Cosmos, s'il n'avait pas prolongé ça, Timis était dehors, Petro-Tim était dehors, et l'État du Sénégal négocie directement avec Cosmos. Je répète, en 2014, pour dire le mensonge d'État qu'on tisse sur cette affaire et que répètent des mercenaires payés pour brouiller les Sénégalais et faire croire que nous sommes contre l'intérêt du Sénégal, alors que ceux qui sont contre l'intérêt du Sénégal, qui ont déjà vendu le Sénégal, sont là et ont signé le acte. Quand Cosmos venait, en août 2014, souvenez-vous, la période initiale de Timis, de Petro-Tim, s'achevait en janvier 2014, 17 janvier 2014, puisque les décrets, ou si vous voulez, si on se base sur les décrets, en juin 2014, puisque les décrets datent de juin 2012, ou si on se réfère au permis, à la date de signature des contrats, ce serait janvier 2014, puisque les permis ont été signés en janvier 2012. En tous les cas, en août 2014, quand Cosmos arrive, Timis n'aurait jamais dû être là. Et Timis n'a rien fait. Petro-Tim, jusqu'ici c'est Petro-Tim. Cosmos débarque, qui s'intéresse au bloc de Saint-Louis offshore profond et Caire offshore profond. Mais, parce qu'il y a un gros mais, Cosmos sait qu'il ne peut pas discuter avec Petro-Tim parce que la loi américaine est très, très pointilleuse. D'ailleurs, il y a une plainte qui se poursuit aux États-Unis. Si vous regardez sur le site de Cosmos, ils disent qu'on a une plainte en cours sur les affaires de Saint-Louis offshore profond et de Caire offshore profond. La justice est là-dessus. S'ils avaient signé avec Petro-Tim, il n'y aurait même pas besoin d'enquête trop élevée. La justice leur aurait dit, vous savez très bien que cette entité-là n'est pas une entité sérieuse, qui est née le 19 janvier et qui signe un contrat le 17 janvier. Il faut que le monde ait, mais mon âme Sénégal. Sénégal le monde. Donc, Cosmos, qui ont des juristes, ils disent, nous, on ne peut pas signer avec Petro-Tim. Il faut trouver une formule. C'est là où revient, non pas Petro-Asia qui est sur les rapports de présentation de décret, mais c'est là où revient Timis Corporation. Et j'accélère un peu à nouveau. À nouveau, ils disent qu'eux, ils ne veulent pas signer avec... ils savent que les permis de Petro-Tim sont nuls. Ils ne veulent pas signer avec Petro-Tim. Créer le 19 janvier, qui signe le 17 janvier, quand tu fais un minimum de due diligence, tu sais que ce n'est pas possible. Donc, pour sortir de cette quadrature de cercle, un tour de passe-passe est opéré. Petro-Tim cède l'intégralité de ses parts à son actionnaire
leader, comme on dit, qui redevient miraculeusement Timis Corporation. Timis Corporation cède 60% de ses droits à Cosmos contre des obligations de travaux de plusieurs centaines de millions de dollars. Pour justifier cette opération, encore une fois, Aliou Sall, qui n'est pas très futé dans le domaine du pétrole, comme on l'a montré, parce que quand vous dites « je vous donne des fiches de demande de renseignements après », ça, il ne faut pas être très malin pour le faire. Il revient, il écrit, et il signe que Petrotim et Timis n'avaient pas les compétences et ne devraient pas pouvoir jouir de ce permis. Il dit dans cette lettre-là que du 6 juin 2014 que Timis Corporation a les capacités techniques et financières de réaliser les travaux. Cette opération-là, on l'a fait, on vend de Petrotim à Timis parce que Timis a les capacités et bientôt Timis va engager les travaux. Mais tout en sachant qu'en réalité, c'est Cosmos qui va le faire. Donc, l'entrée en vigueur de Timis Corporation a pour unique but de pouvoir vendre à Cosmos. Alors, vous avez beaucoup entendu, mesdames, messieurs, des fausses allégations que je démontre dans le livre. Mais comme les gens ne veulent pas lire et veulent se répandre dans la presse ou dans les réseaux sociaux en continuant à répéter les mêmes contre-vérités, il est bien important de faire le point sur certaines contre-vérités. J'entends un avocat de Timis et certains, même au niveau de l'Assemblée nationale, certains ministres, un de vos anciens collègues, passés ministres, qui dit que sans Timis, sans Petrotim, on n'aurait pas trouvé de pétrole. C'est totalement faux. Absolument faux. Le rapport de l'IGE dit d'ailleurs que Petrotim, et c'est ça qui s'est avéré, est un spéculateur. Les découvertes de Saint-Louis offshore et profond et Kayar offshore profond sont réalisées en 2016 et ont été réalisées intégralement. Tout a été intégralement, les travaux, les sismiques, les analyses, tout a été fait par Cosmos. Timis n'y a participé pour rien. Mais en plus, si Timis n'avait pas pris la place de Tullow Oil, ce que a fait Cosmos en 2016, Tullow Oil a commencé à le faire dès 2012. Et on aurait découvert le gaz en 2014 peut-être. Et peut-être qu'aujourd'hui, on serait en train d'exploiter le gaz et de le vendre. Donc, au contraire, mesdames, messieurs, si quelqu'un vient sur votre plateau dire que sans Petrotim, on aurait trouvé, dites-lui que c'est Petrotim qui nous a fait perdre du temps. Parce que Tullow a découvert du pétrole en Mozambique, au Kenya, au Ghana, en Mauritanie, et aussi capable, sinon plus que Cosmos, et était prêt à engager les travaux dès 2012. Si on leur avait donné, peut-être qu'en 2014, on aurait déjà découvert. Et aujourd'hui, 6 ans après, peut-être qu'on aurait commencé à exploiter nos gaz. Voilà la vérité. Timis nous a coûté. Ensuite, moi-même, j'ai fait des constats sur le fait que Timis n'a engagé aucun sou, dara, dërëm, pikini, comme disent les autres, les anglophones. Dara, rien. Et j'ai, non seulement, mais il participait à aucun travail technique. Sur cette base-là, j'ai saisi le président de la République pour lui dire qu'il faut qu'on retire les 30% que Timis possède encore parce qu'il ne les mérite pas, parce que de ce que je vois moi, le profane. Donc eux, les spécialistes, ils auraient dû le voir bien avant moi, puisque moi je suis un profane d'après eux. Ce que je vois moi, c'est que Timis n'a participé à rien, n'a pas les moyens techniques, n'a pas les moyens financiers, et pour quelle raison on leur... Mais à l'époque, je ne savais même pas qu'il y avait le rapport d'IGE et autres. Deuxième chose, parmi les éléments nouveaux que le livre décrit, c'est que l'affaire Timis est beaucoup plus complexe que l'opinion ne se l'imagine. Et c'est là où les gens parlent de secret d'État, etc. Parce qu'on voit bien quels sont les véritables acteurs derrière cette affaire-là.
Arrivé un moment, Cosmos ne voulait plus de Timis. L'État du Sénégal ne voulait plus de Timis. Personne ne voulait plus de Timis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, dans ces conditions, essayer de faire sortir Timis. Mais Timis, qui attendait le moment de vendre au bon prix, on a découvert beaucoup de gaz. Son affaire est extrêmement juteuse, c'est 30%, commence à spéculer. BP Cosmos veulent le faire sortir, lui font une offre, 0,4%, 100 millions de dollars cash pour partir, et 0,4% de royalties. C'est-à-dire, chaque jour, sur la production de gaz de Saint-Louis Offshore et de Caire Offshore, on proposait à l'époque à Timis de prendre 0,4% pour quelqu'un qui n'a rien apporté au Sénégal. Timis n'est pas d'accord cette proposition, malgré qu'elle est absolument ahurissante. Mais un spéculateur n'est pas un spéculateur pour s'arrêter au moment de réaliser son deal et de dire oui, il refuse et il commence à manœuvrer. Et j'explique dans le livre comment le Premier ministre a pris les affaires en main pour aider Timis. Comment le président de la République lui-même est intervenu pour aider Timis. Et comment, à coup de manœuvre, en faisant venir d'autres sociétés comme Exxon, ou en menaçant de faire venir d'autres sociétés comme Gazprom, pour acheter les 30% qui restent de Timis, alors que BP et Cosmos ne veulent pas se retrouver avec Exxon ou avec Gazprom, mais se retrouver entre elles seules, entre BP et Cosmos, et étaient prêts à payer. Comment la culbute financière, comme on dit trivialement dans le milieu des affaires, est passée à 350 millions de dollars. Vous vous souviendrez, quand on disait que Timis est parti, le président qui aime bien dire que Momo a fait le code de la transparence, Momo l'ITE, publier ce que vous payez, tout ce que les gens paient est publié dans la rue. Au moment où Timis partait en mai 2012, ils ne vous ont jamais dit que Timis est parti d'abord avec 250 millions de dollars cash, puis 50 millions de dollars pour tout puits d'exploration qui est foré avec succès dans un des deux blocs Saint-Louis Offshore Profond et Caire Offshore Profond en concurrence de 2 puits au maximum. Conditions qui ont été satisfaites depuis. J'y reviendrai. Des royalties qui ont été illégalement mis dans un accord, soi-disant secret, et c'est là où le président dit parfois, oui, c'était un accord entre 2 compagnies, ça peut être secret. Totalement faux. Etc., etc. À la veille des législatives, pourquoi ils ont fait venir l'affaire Total, qui est un autre scandale. Et quand j'entends des Sénégalais dire, oui, il y a des gens qui sont derrière eux. Parce qu'eux, dans leur tête, ils ne s'imaginent pas qu'être Sénégalais et être capable de dire que ça, c'est pas bon pour notre République et qu'on ne le fait pas, que ce n'est pas Sénégalais. Et qu'il faut forcément des puissances étrangères ou des intérêts étrangers ou des mers étrangères derrière nous. Ceux qui ont dit par parenthèse que j'ai refusé, que j'étais de connivence avec BP, qui a refusé de signer le contrat Timis-BP? Qui? Moi. Et vous verrez tout à l'heure qui l'a signé. C'est Boundion qui l'a signé quand je suis parti. Eh bien, 350 millions de dollars, c'est-à-dire 200 milliards de francs CFA payables 5 jours après la signature. Si j'avais signé le 24 avril ou le 20 avril quand je l'ai reçu, 5 jours après, il y a 200 milliards de francs CFA qui tombent. On dit que je suis allé à Houston négocier. Houston, il n'y avait rien. Ici, il y a 200 milliards que je signe. Si je voulais prendre l'argent, je suis assez fou pour laisser passer ça. Donc, l'affaire Petro-Tim, l'affaire Total, c'est bis repetita. Bis repetita. Et en plus grave, parce que
sur le classement des offres. À l'époque, on disait oui, il y a une des dames, malheureusement, elle a été récemment, on ne tire pas sur les ambulances, donc je ne dis rien. Mais elle était une des défenseurs en disant ouais, non, mais bon, Thierno Sall, il n'a qu'à nous sortir les éléments et votre ancien collègue là, je ne sais pas s'il est toujours votre collègue, ministre d'État maintenant, ancien écrivain ou mon collègue à moi, ancien écrivain. En tous les cas, ils ont dit non, il n'y a pas de document, non, il n'y a pas d'offre complémentaire. Moi, ça, ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Hein. Je vous dis tout de suite. Ça, c'est Petrosen qui a fait ce classement. Ce n'est pas mon classement. Transmis en moi le 30 avril 29 ou 30 avril 2017. Il faut que je cherche dans le document. Et qui classait British Petroleum et Cosmos premier. Ils ont toujours dit que oui, non, le Thierno Sall voulait donner les 2 blocs à Cosmos. C'est faux. Parce qu'ils ont caché qu'il y avait en réalité BP et Cosmos qui avaient déposé ensemble. La deuxième meilleure offre, c'était, en tout état de cause, Total était 5e. Quand j'étais jeune à l'école, on dirait avant d'arrêt. Je ne sais pas si ça se dit toujours. Donc, avant d'arrêt devient premier. Bon, pays, tout est possible, hein, parce que même les élections avant d'arrêt peuvent être premier. Donc, j'essaie de vous récapituler quelques fausses informations, quelques fausses accusations et de les mettre à l'abri. On dit que Thierno Alassane Sall n'a jamais rien dit ou fait lorsqu'il était au pouvoir. Il a commencé à dénoncer après son départ du gouvernement. Totalement faux. Je rappelle ce que j'ai fait avec plainte MTL, etc. contre X. Comment cette affaire s'est soldée, vous pouvez vérifier. J'avais fait mise en demeure suivie de plainte contre Pape Cheikh Hamad. Refusé de signer le contrat octroyé à FH. Et j'avais à l'époque proposé ma démission, ce que confirme Abdoul Mbaye. Par parenthèse, si on refuse de se parler, c'est pourquoi, pour garder son poste, moi j'avais offert de partir en 2013. C'est dans le livre, c'est confirmé par Abdoul Mbaye sur Dakaractu. Refuser de signer les contrats sur les lampadaires solaires. Vous n'êtes que Tibi, vous n'êtes que Tibi. Soxla lu ngay wax jëfal li nga war a def li nga war a def da koy def rek mu jeex looy taxaw ci mbedd yi di yuuxu buñ ma defee nii wala buñ ma joxoon nii li ñu la jox kay def ci lan la wax. Quand on m'a amené sur la RTS 28 août 2016, j'étais ministre en pleine tempête Petro-Tim. Vous avez entendu ici Timis débarquer ici, prendre une armée d'avocats, menacer les trucs. Vous m'avez vu parler? Oui, vous m'avez vu parler sur la RTS. J'ai dit, face aux journalistes qui me posaient la question pour me tendre la planche, pour laver le frère du président de la République, j'ai dit, s'il y a un hiatus sur le contrat, parce qu'il m'a dit que pensez-vous de l'implication du frère du président? Je dis que ça semble être le hiatus, la clause qui remettrait en cause le contrat. En tout cas, s'il y a un hiatus, une clause qui remet en cause le contrat, moi, je vais le dénoncer. Vous pouvez aller vérifier. Hein? Vous pouvez aller vérifier. Fact-checking, comme disent les Américains, sur tout ce que dit le président. Faites le fact-check. Faites le fact-check aussi, vous verrez que quand on était à l'Assemblée nationale, quand ils ont voulu... Bon, bref, je ne veux pas être long. TAS a refusé, Thierno Alassane Sall a refusé de signer le contrat de Total parce qu'il défendait les intérêts de Cosmos. J'ai répondu, le contrat de cession de Franck Timis que je refuse de signer était établi au profit de BP et de Cosmos. Si j'étais agent ou partisan de Cosmos, je l'aurais signé. Et ça, c'était plus liquide. 200 milliards de dollars, mesdames et messieurs, sur la table, tout de suite. Et les royalties de 1%. Le DG de Petrosen trouvait le contrat avec Total inacceptable. Je n'étais pas le seul à trouver le contrat
que j'ai refusé de signer pour Total inacceptable. C'est pourquoi d'ailleurs, il n'est pas venu le matin du 2 mai se présenter pour la signature du contrat. Il a fallu qu'on allait le prendre manu militari avec des gendarmes l'après-midi pour qu'il vint signer. Sans Petro-Tim, on n'aurait pas trouvé du pétrole, ça je crois avoir répondu. Ça a été démis de, Thierno Alassane Sall a été démis de ses fonctions, ça je crois avoir dit. Donc, le 2 mai, quand j'ai quitté le pouvoir, le ministère, Boun Abdallah Dionne a été nommé ministre plein, pas par intérim, pour qu'il puisse avoir toutes les latitudes de signer, parce qu'ils savent très bien que toute autre personne qui aurait pris aurait eu des réticences suite à mon départ. En tout cas, les jours qui suivent, ils signent pour BP la transaction entre Timis, BP et Cosmos. 5 jours après, BP et Cosmos encaissent, Timis encaisse 200 milliards de francs CFA en tout. Ils ne vous l'ont jamais dit. Qui a bénéficié de ces 200 milliards? On sait très bien que ça ne peut pas être que Timis. Ceux qui l'ont aidé si gravement ne l'ont pas aidé que pour ses beaux yeux. Et si on s'arrête un instant sur le 1%, les gens ont dit comment la BBC peut dire qu'il est parti avec des milliards, si on s'arrête une minute avec le 1%. Vous savez, 1% c'est quoi? 1% de 100 000 barils jour, c'est 1000 barils jour. Vous le multipliez par le cours du dollar, par exemple 70 $ le baril, c'est 70 000 $. Que vous multipliez par le cours du dollar en francs CFA, 600 par exemple, que vous multipliez par le nombre de jours dans l'année, 365, que vous multipliez par 45 le nombre d'années du contrat. Ça fait des milliers de milliards. Timis, qui est rentré au Sénégal, comme les colons rentrés dans ce pays-là, avec des chaussures mal trouées, un costume mal fagoté, avec un passé lourd. On a vu ce qui s'est passé au Burkina, en Sierra Leone et autres. Timis qui est rentré, qui n'a rien dépensé, mais qui s'est entouré de Sénégalais qui l'ont défendu, urbi et orbi, est parti avec des milliers, avec 200 milliards d'abord cash et des milliers de milliards à venir dès que le gaz va être exploité. Et pendant ce temps, comme ce qui s'est passé au Nigeria, qui produit, Dieu seul sait combien, 2 millions de barils jour, 250 000, 2 500 000 barils, donc on dit 4 millions de barils jour. Et vous avez vu les émeutes récentes au Nigeria, vous avez vu l'armée nigériane qui n'est pas capable de défendre le Nigeria face à Boko Haram, mais qui est capable de tirer sur des foules innocentes. Voilà ce qui nous restera toujours. Combien on aurait pu régler avec 200 milliards avec lesquels les Timis est parti? Et est-ce que dénoncer ce fait-là, être sénégalais, s'appelait Thierno Alassane et non Franck Timis, dénoncer ces faits-là pour le seul intérêt du Sénégal, est-ce que ça, c'est trahir des secrets d'État? Non, ceux qui ont trahi, c'est ceux qui ont utilisé les ressources de l'État, les moyens de l'État, la loi de l'État, la force de l'État, pour pouvoir enterrer les affaires comme l'affaire MTL, pour pouvoir enterrer l'affaire comme l'affaire Global Voice et d'autres affaires que je n'ai pas citées, pour pouvoir se renier sur l'autoroute à péage et pour enfin faire l'un des scandales qui fait que BBC, la presse mondiale, sauf la presse française, vous l'aurez noté, hein, parle de manière régulière de ce scandale qui a eu cours au Sénégal. Il est temps que les Sénégalais qui ont été pillés, ce n'est pas BBC qui a été pillé, ce n'est pas les Transparency ou les Américains ou Anglaises qui reviennent souvent sur ces histoires. C'est nous qui avons été pillés.
il est temps qu'on comprenne ce qui s'est passé, qu'on comprenne nos responsabilités sur ces affaires. Je vous remercie infiniment. Ça a été l'ensemble des relations, comme le dit la quatrième de couverture d'ailleurs, à l'ensemble des relations entre notre pays, l'ancienne puissance tutélaire, la France, ainsi que d'autres puissances impérialistes ou capitalistes, disons, qui nous imposent des relations asymétriques. Et c'est vraiment des relations asymétriques qui remontent aux conditions dans lesquelles notre indépendance, je me pose la question, mais sans pas sûr. C'est bon? Donc j'étais en train de dire que le titre de l'ouvrage, c'est un clin d'œil, c'est à double lecture. C'est le protocole qui a été effectivement signé à l'Élysée et qui concerne les hydrocarbures, mais c'est ce protocole qui lie la France avec l'ensemble des pays anciennement colonisés qu'on appelle le précaré colonial et qui fait que la France a un accès privilégié à nos ressources, à nos infrastructures, à des pans entiers de notre économie, dans des conditions qui respectent plus l'intérêt de la France que notre intérêt à nous. Et j'ai donné par exemple le cas de la Sonatel, qui a été privatisée en 1997, je n'ai pas voulu être long, sans quoi le livre aurait fait 600 pages, mais qui a été privatisée en 1997 quand on a lancé un appel d'offres sur une entreprise, si je ne m'abuse, norvégienne ou finlandaise qui était en première liste. On s'est débrouillé pour que France Télécom, qui est une entreprise publique, vienne privatiser une entreprise publique, ce qui est une hérésie totale. Dans des conditions telles qu'aujourd'hui, nous avons perdu notre souveraineté sur France Télécom. Par exemple, la gestion stratégique de France, d'Orange Sénégal, Orange Côte d'Ivoire, se fait à partir de Casa. Par exemple, quand Orange arrivait au Sénégal, il y avait 10 fournisseurs d'accès Internet, dont la fameuse Métis Secana et d'autres qui n'existent plus. Par exemple, aujourd'hui, il y a presque plus de fournisseurs de services à valeur ajoutée. En 2 ans, une entreprise qui était florissante, Sonatel, qui faisait des bénéfices et qui faisait un taux de progression important, en 2 ans après la privatisation, a rendu quasiment la moitié du ticket d'entrée de Sonatel, de France Télécom de 70 milliards. En 2 ans, les dividendes que France Télécom, en 1997 et en 1998, les dividendes que France Télécom a retirés de l'exploitation de la Sonatel faisaient la moitié des 70 milliards qu'ils avaient misés. En 4 ans, ils avaient tout retiré. Donc, à partir de 2000, les dividendes que France Télécom retire s'échelonnent à plus de 1000 milliards de francs CFA. Et si vous regardez le cahier de charges de la Sonatel, il y a quelques villages, quelques axes routiers nationaux et départementaux à arroser, un certain nombre de localités qui, si mes souvenirs sont bons, étaient à peu près 500, les grandes villes et certains gros villages, et tout le reste du Sénégal, c'est un Sénégal qui est considéré inutile, donc ne faisant pas partie de ce que j'appelle dans le livre la carte du Sénégal en orange. Et en 2017, au moment de renouveler la concession, moi quand je suis DG de la RTP, je dis il faut qu'on commence l'audit de nos relations avec France Télécom et qu'on prépare une autre privatisation. Ils l'ont fait avec SDE et SNE. On aurait dû reprendre, faire le bilan, l'audit, voir qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a perdu. On n'a rien gagné. Même à Dakar, la qualité des services est pauvre. La Sonatel, son existence n'a pas permis, du fait aussi d'un régulateur défaillant, de réaliser des conditions d'existence d'un écosystème numérique au Sénégal, de créer des startups qui auraient pu permettre de régler des problèmes cruciaux qui se posent, comme je l'explique
dans le livre. Donc, en réalité, quand on parle de protocole, ce sont tous ces accords non écrits qui existent et qui fait que, comme je le dis, certaines décisions stratégiques de notre pays se prennent plus quelque part entre le faubourg Saint-Honoré, je veux dire le palais de l'Élysée, et le quai d'Orsay, et qui sont validés au niveau de nos pays. D'où le titre un peu. Mais en même temps, je voulais, en montrant la gestion de Wade, faire, comme je l'explique dans le livre, montrer le changement de paradigme qui est intervenu dans la gestion du pays. Sous Senghor et sous Diouf, le clientélisme politique était, le détournement et la corruption étaient relativement importantes, mais encore, j'allais dire, marginales au sens que quand on fait une route, c'est la route est importante, elle entre dans le cadre d'un projet. Mais qu'on essaie de prendre des commissions dessus. On fait des quotataires de riz ou autres pour enrichir des gros politiciens qui permettent après de soutenir le parti. Mais jamais sous Diouf ni sous Wade, toute l'économie ou des pans entiers de l'économie n'ont été transformés en une source d'enrichissement de certaines personnes, détournement de toute l'économie. J'ai essayé d'expliquer comment Wade a créé à coup de décret des taxes, ce qui n'est pas de son ressort, puisque la création des taxes relève de l'Assemblée nationale, leur utilisation relève de l'Assemblée nationale, il crée les taxes sur les appels entrants, il décide de comment on les utilise, il contribue donc à rendre chère la communication téléphonique au Sénégal et à impacter donc l'économie du Sénégal. Tout ça pour pouvoir enrichir quelques-uns. Et c'est pareil pour l'aéroport, c'est pareil pour l'autoroute à péage, c'est pareil pour les terres de l'aéroport qui vendent. Donc on est dans une industrie de la corruption qui change d'échelle, qui met des milliards et des milliards en peu de temps entre les mains d'une caste politique dont la finalité devient l'enrichissement personnel et accessoirement, mais vraiment accessoirement, la réalisation d'objectifs socio-économiques. Je crois avoir répondu à ces deux questions. Et mon passage aux Comores et tout ça, c'est un clin d'œil aussi pour montrer que sur les mêmes problèmes qui nous assaillent, hein, le Barça, j'en parle dans le livre, etc., qui montre que l'Afrique partout est traversée par les mêmes tragédies et les mêmes errements, avec des régimes tout aussi, voilà, peu soucieux des intérêts des populations, pour dire le moins. Est-ce que, je pense que justement, ce qui devrait faire justement aujourd'hui la différence et les lignes de démarcation entre les hommes, c'est qu'au Sénégal, on pense que toutes les alliances politiques sont possibles. Dans les pays normaux, il y a des alliances qui ne sont pas concevables, sauf s'il y a la guerre et que la nation est en danger. Autrement, il n'y a pas des alliances possibles. Ici, tout le monde s'allie avec tout le monde dans le seul but de continuer cette entreprise de spoliation nationale qui a pris une dimension exceptionnelle à partir du régime de Wade et qui a été amplifiée dans le régime de Macky Sall. Et je pense qu'il y a des personnes dont les valeurs ne correspondent pas aux nôtres. Et nous avons, je crois, à l'occasion des dernières élections, prouvé que nous ne sommes pas prêts à nous allier avec n'importe qui. Merci. Le micro, il est... Pardon? Le nom? Hawaii, si je comprends bien, cette séance, c'est une séance d'explication, parce que vous aviez convié l'opinion au mois d'août à la séance de publication de votre livre à proprement parler. Indirectement, n'est-ce pas là en toute communication? Côté actualité, une façon à vous de montrer que vous êtes dans l'opposition, entre guillemets, que vous n'êtes pas de l'autre bord. Quand vous faites des révélations du genre, vous avez découvert ça après
un manque de considération vis-à-vis de l'intelligence des Sénégalaises et des Sénégalais. Vous prétendez la République des valeurs. Vous ne croyez pas que, comme disait un sage, on a tellement vendu de rêves aux Sénégalaises et aux Sénégalais qu'ils n'ont plus sommeil. Et votre méthode de déballage, de scandale, vous pensez que c'est une méthode payante? J'ai envie de vous demander, ok, déballage de scandale, mais après, est-ce que ça m'empêche de voir mes frères mourir en mer? Est-ce que ça m'empêche de voir mes sœurs perdre la vie quand elles donnent la mer? Merci. Madame Lee, je peux vous poser une question. Vous avez lu le livre? Oui, j'ai bel et bien lu le livre et c'est moi qui pose des questions. Merci. Non, je voulais savoir parce qu'apparemment vous ne l'avez pas lu, vous l'avez lu avec des œillères. Vous l'avez lu avec des œillères. Je n'ai en aucune façon prétendu que j'ai connu des choses après mon passage du gouvernement pour me dédouaner. Si vous voulez, vous reprendrez la parole, vous me direz où. J'ai dit que j'ai appris des choses après mon départ du gouvernement qui m'ont conforté dans la certitude que j'avais d'avoir pris les positions que j'avais prises. Et qui m'ont conforté plus tard dans la certitude que j'étais en face d'un complot encore plus grave et plus grand que je le savais. OK? Sinon, vous prenez la page du livre qui vous intéresse et vous me dites que ici, à ce point, ce que vous dites ne correspond pas à la réalité. Vous parlez de déballage. Vous faites un usage particulier de la langue française. Déballer, c'est jeter dans la rue, sans explication, à la portée de n'importe qui, des faits pour provoquer le scandale. Je ne provoque pas le scandale. Le scandale est provoqué par ceux qui ont pillé la République. Et je n'ai pas attendu d'être là en face de vous et je ne demande rien à personne pour dire au président de la République, les yeux dans les yeux, 4 heures durant, que je ne signerai pas. Je n'ai pas attendu d'être devant le public ou en dehors du public pour dire au président que je ne signerai pas ça. Et pendant 7 jours, beaucoup d'émissaires sont passés chez moi pour me demander de revenir à la raison. Mais quand un homme doit dire non, parce que les intérêts supérieurs de son pays sont en cause, il a l'obligation, sauf à trahir, sauf à se coucher, de dire non. Et j'ai dit non. J'ai dit non. Beaucoup de gens rentrent dans le bureau du président avec leurs idées et en sortent avec ses idées à lui. Moi, je suis rentré dans le bureau du président avec mes convictions, mes idées. J'en suis sorti et le pacte qui nous liait, c'était le pacte pour les valeurs. Pacte pour la transparence. Et là où je suis, je continue le combat que j'avais dénoncé sous Wade. Et je le dénoncerai encore plus contre Macky Sall avec qui j'ai été. Et que j'ai aidé à arriver au pouvoir. J'ai plus de devoir d'être critique contre le régime que j'ai participé à amener au pouvoir que le régime que j'ai combattu. C'est pourquoi je rappelle les affaires MTR et GVR. J'ai fait des conférences de presse contre Karim Wade. Je l'ai toujours assumé. Même quand je dis que la justice a été injuste, inéquitable vis-à-vis de lui en le condamnant seul, j'ai dit, par contre, je maintiens que j'ai fait des conférences de presse pour dénoncer certains de ces actes. Alors, quand Karim Wade fait une chose, le citoyen libre que je suis a le droit de le dénoncer. Quand je suis acteur, que je m'oppose de l'intérieur,
que la loi 22 septembre 22-2012 me fait obligation de le dire. Quand le procureur nous appelle pour qu'on fasse du simulacre de justice, quand le ministre de l'Intérieur dit que le président de la République n'a pas eu connaissance du rapport de l'IGE, ce qui est faux. Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on se taise comme si le président de la République était une divinité sacrée et que parler de lui est un sacrilège. Ce qui est sacrilège, c'est quand on occupe les intérêts de la République de violer les lois de la République au profit de quelques privés. Et la responsabilité des Sénégalais et de chaque Sénégalais, quel que soit son titre, quel que soit son rang, c'est de défendre les intérêts du Sénégal. C'est pourquoi je suis là. Et prouvez-moi que je fais le contraire. Vous pouvez reprendre la parole si vous voulez. Vous pouvez reprendre la parole et me montrer en quelles circonstances j'ai dit, je me suis appuyé sur des révélations ultérieures pour prendre position. J'ai dit, je suis entré le 24 avril 2014. Il faut qu'on arrête ce jeu, qui est trop facile. Trop facile de vouloir s'en prendre à nous, lyncher les politiciens. Non, vous faites toujours pareil, vous êtes dedans, vous vous taisez, vous sortez. Je suis entré dans le bureau du président de la République le 24 avril 2017. À 19h passé, je suis sorti à minuit passé. Il a fait venir le Premier ministre. Je lui ai dit, je ne signerai pas ça. Quand je suis sorti de son bureau le 2 mai, j'ai dit que ce que vous voulez signer est illégal. Alors, qui peut prétendre aujourd'hui que je me fonde sur des choses après? J'ai dit qu'en septembre 2013, je suis allé dans le bureau du Premier ministre Abdoul Mbaye, je lui ai dit que je ne signerai pas ça. Prêtez-moi pour que je démissionne. Mais quand j'assiste à des actes qui sont contre les intérêts du Sénégal, qui sont contre les intérêts des générations futures, qui sont contre les intérêts de vos enfants que vous évoquez ou de vos frères que vous évoquez qui vont en mer, je ne pleure pas, je ne me cache pas derrière ma responsabilité de ministre, je ne me cache pas derrière le décret de Macky Sall, je prends ma responsabilité. Et quand la justice du Sénégal n'arrive pas à faire le travail, nous porterons l'affaire, pour répondre à comme il dit, jusqu'au ciel s'il le faut. Et partout en terre, sur terre où il y a une justice qui veut prêter attention à ce qu'on dit, nous le dirons que ce qui se passe au Sénégal est inacceptable.